Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Cette fois-ci, c'en est fini. 24 octobre 1976, Mont Fuji, 13h au Japon, 6h du matin en France. Les 2 heures qui suivront seront décisives. Tout va se jouer maintenant. C'est l'heure de l'apothéose finale. Les pilotes se préparent. L'ultime Grand Prix sera disputé sous ce déluge de pluie. Désormais, le sort en est jeté. Tout a été décidé. Il faut y aller. Se battre encore et toujours avant la délivrance. Jameson s'avance, plus résolu que jamais. Il veut en découdre et déjà il a hâte de faire vrombir sa McLaren. Mais parmi tous ces pilotes qui s'apprêtent à prendre le départ du dernier Grand Prix de cette saison 1976, il y en a un qui ne semble pas dans son état normal pour courir, c'est Niki Lauda. L'Autrichien surnommé l'ordinateur s'avance, le regard absent. Son programme ne semble plus fonctionner aussi bien qu'auparavant. Le champion du monde en titre, meurtri dans sa chair, sentant la peau de sa cuisse sur son visage défiguré, semble déjà ailleurs. La machine à gagner semble grippée. Pourtant, il faut bien monter dans le cockpit de sa foutue caisse, comme il l'a dit lui-même plusieurs fois pour accomplir son devoir. Ce monstre, fait d'aluminium et de métal, lui fait face. Il va devoir le dompter encore une fois. Niki repense alors à ce moment à son patron, le Commendatore, le vieux Enzo Ferrari. Le fondateur de la marque au cheval cabré l'a toujours impressionné par sa prestance, son allure baraquée, son costume blanc et ses grosses lunettes noires ne laissant jamais dévoiler son visage. Au fond, c'est pour lui qu'il fait tout cela aujourd'hui. Mais en vaut-il vraiment la peine ? Doit-il risquer sa vie pour Ferrari ? L'ordinateur repense à sa chère femme Marlène. Sans elle, il ne serait pas là. Il n'aurait pas tenu le coup. Niki Lauda s'avance, enfile péniblement son casque et monte dans la Ferrari numéro 1. La pluie redouble d'intensité, alors que le départ va être donné d'un instant à l'autre. C'est parti. Mais Niki, contrairement aux autres, a été pris de vitesse cette fois-ci. Lui qui démarre toujours au quart de tour. Il est censé bâtir cette concentration de surhomme qu'on lui connaît, qui le rend invincible le temps d'une course. Que dira Daniele Audetto s'il échoue ? Que c'est entièrement de sa faute. Qu'il a fait honte à Ferrari. Les tifosis diront que c'est un lâche. Pourtant aujourd'hui, rien ne va plus. Rien ne se passe comme d'habitude. Le grand Lauda se laisse dépasser par tout le peloton. Mais que se passe-t-il en lui ? En vérité, dans ce déluge d'eau, les adversaires de Niki deviennent des silhouettes fantomatiques, les talus qui bordent la piste sont à peine visibles. Ils défilent à toute vitesse et laissent bientôt la place à de grands sapins. De grands sapins ? Mais c'est impossible. Où es-tu, Niki ? Au Nürburgring ? À ce maudit Nürburgring. La mort me guette à chaque virage. Ma vie ne tient plus qu'à un fil. Cette fois-ci, je dois m'arrêter. M'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais non, Niki. Tu es au Fuji. Et tu joues ton titre. Que m'importe. Je veux vivre. Vivre. Je ne veux pas mourir. Niki Lauda ressent la peur qui l'étreint pour la première fois de sa vie en pleine course. L'angoisse atteint son paroxysme. Il conduit très péniblement sa Formule 1. Il sait désormais qu'il n'ira pas au bout. Niki Lauda est torturé, hanté par les fantômes du passé. Il a la hantise de la répétition. Le traumatisme s'est manifesté impitoyablement dans les conditions périlleuses du Grand Prix du Japon. Tout s'est arrêté désormais. La Ferrari numéro 1 ne reparaîtra plus. Cette fois-ci, c'en est fini. Et pourtant cette saison 1976 avait commencé sous les meilleurs auspices. Chapitre 1 d'une saison à l'autre. Alors que va débuter la saison 1976 de Formule 1, le Commendatore n'a plus le droit de conduire une voiture allant à plus de 180 km/h en pointe. Une loi italienne interdit désormais aux jeunes de moins de 25 ans et aux personnes âgées de plus de 65 ans de conduire des voitures de sport. Un comble pour cet ancien brillant pilote et le patron de la plus prestigieuse marque automobile du monde. Le vénérable Enzo Ferrari entame sa 78e année d'existence. Il dirige de loin mais d'une main de fer et sans gants de velours l'empire Ferrari. Mais le Commendatore vit reclus dans son appartement de Modène, près de son usine de Maranello.
Il ne se rend plus sur les circuits depuis bien longtemps sauf aux essais du Grand Prix d'Italie de Formule 1 à Monza, et sur sa piste privée de Fiorano où il n'y a jamais personne. Le vieux, comme l'appelle Niki Lauda, est agoraphobe. Sa femme Laura est très malade et disparaîtra bientôt. Mais le vieil homme entretient une blessure encore plus béante, la mort prématurée de son fils Alfredo Ferrari, surnommé affectueusement Dino, à la fleur de l'âge, ce fatidique 30 juin 1956. Enzo Ferrari est un homme âgé brisé par le chagrin. Le deuil est perpétuel chez lui, et il se rend chaque jour sur la tombe de son fils. Le culte funéraire qu'il a instauré est continuel et journalier. Depuis la mort de Dino, il porte en permanence une cravate noire et ses épaisses lunettes de soleil de couleur noire qui cachent son visage ridé et fatigué. Quand Niki Lauda, son pilote champion du monde en titre, entre dans le bureau d'Enzo Ferrari, il est toujours impressionné par les bougies allumées en permanence devant le portrait du défunt fils divinisé qui dégage une odeur d'encens. Seule sa passion de la course et son attachement à l'empire qu'il a créé le maintiennent en vie. Tel un pape ou un patriarche, il entend se maintenir en forme pour assurer le sacerdoce et le culte de la religion de ses bolides rouges rugissants. Monsieur Ferrari est le pape de la course. En Italie et en particulier dans la région de Modène, il est un véritable dieu vivant. Pourtant, en ce début d'année 1976, Enzo Ferrari a tout de même des raisons de se réjouir. Le fils que lui a donné sa chère Lina Lardi, sa maîtresse avec laquelle il vivra bientôt, Pietro ou Piero Lardi, s'appellera tôt ou tard Ferrari. Enzo l'a nommé administrateur de la Scuderia et lui réserve 10% de sa société, les fameux 10% qu'il a refusé avec obstination de céder à Fiat. Depuis 1969, en effet, la Scuderia est la propriété à 49% du groupe Fiat. Il est prévu qu'à la mort du Commendatore, la totalité de la société appartiendrait à Fiat sauf 10% qui étaient réservés à quelqu'un d'autre. Enzo Ferrari a l'avantage d'avoir conservé la direction de sa chère écurie de course, le sens de toute sa vie. Mais pour enrayer la domination du rouleau compresseur américain Ford, il a dû faire le sacrifice de l'endurance. En effet, Henry Ford II avait voulu en 1964 faire la mainmise sur la Scuderia. Ferrari ayant refusé énergiquement, Ford avait envoyé ses GT40 écraser les sports prototypes rouges au Mans de 1966 à 1969. La Scuderia en était sortie épuisée. En Formule 1, Ford avait fourni depuis 1967 toutes les écuries sauf celle du cheval cabré en moteur V8 Ford Cosworth. Les écuries équipées par Ford avaient écrasé les Ferrari de 1967 à 1974. En 1975, le dernier titre de champion du monde de la Scuderia remontait à 1964. Mais en 1976, la situation est tout autre. La saison 1975 a vu revenir sur le devant de la scène la marque au cheval cabré en Formule 1. La Scuderia a enfin été récompensée de ses sacrifices. Après que Claire Regazzoni ait manqué le titre pilote d'un point la saison précédente avec la Ferrari 312 B3 Phase 2 face à Emerson Fittipaldi et sa McLaren Ford M23, Mauro Forgieri a développé une arme redoutable. La Ferrari 312T, la nouvelle Ferrari, dominait tous les adversaires. C'était l'engin le plus moderne et le plus au point de son époque. Il faut dire qu'elle avait derrière elle autant de kilomètres d'essai que toutes les autres F1 réunies. Dès le début de la saison européenne, la Scuderia Ferrari et Lauda s'étaient retrouvés seuls en tête, sans concurrence. Sur 11 courses, Niki Lauda s'était installé 9 fois en pole position et avait remporté 5 victoires. Niki Lauda avait raflé haut la main le titre de champion du monde des pilotes, avec près de 20 points d'avance sur Emerson Fittipaldi. La Scuderia Ferrari était aussi championne du monde des constructeurs pour la première fois depuis 1964. La 312T se signalait particulièrement à l'attention par sa boîte de vitesse dont les arbres sont transversaux, d'où l'appellation T. Cette 312T a subi remarquablement peu d'améliorations au cours de sa première saison, mis à part une modification de l'empattement en fonction des circuits. Apparue au Grand Prix d'Afrique du Sud 1975, la T doit y terminer sa carrière au début de la saison 1976. Elle doit être remplacée par la nouvelle T2, qui ne fera ses débuts qu'à l'occasion du Grand Prix d'Espagne,
car elle a été conçue en fonction du nouveau règlement qui limite l'importance du porte-à-faux arrière et la hauteur de la prise d'air. Elle aura donc connu une existence éphémère, mais ô combien fructueuse, puisqu'elle aura permis à Ferrari de remporter 6 grands prix sur les 12 qu'elle a disputés et d'enlever le titre mondial. Présentée à la fin de la saison, la nouvelle T2 possède un air de famille incontestable avec sa prestigieuse aïeule, mais elle est plus petite que la T aussi bien en ce qui concerne la voie que l'empattement. La réduction des voies devrait aussi, par la diminution du mètre-couple, apporter un accroissement sensible de la vitesse de pointe. La T2 peut être équipée au choix d'une suspension arrière indépendante ou d'un pont de Dion. Ce système, en permettant aux roues de travailler plus perpendiculairement à la route, devrait permettre, pour une adhérence équivalente de l'essieu arrière, d'utiliser des pneus nettement plus étroits, avec comme conséquence une diminution encore plus sensible du mètre-couple. C'est donc auréolé d'un prestige retrouvé, au fait de sa gloire, avec un pur sang prêt à cavaler à nouveau et un second qui attend son heure pour faire ses preuves, que Ferrari va débuter la saison 1976 de Formule 1. Tout va pour le mieux donc. Oui, mais les apparences sont parfois trompeuses. En 1976, Ferrari a atteint l'acmé. La Scuderia ne peut que difficilement faire mieux qu'en 1975, mis à part récidiver. Le succès obtenu est le résultat du travail de toute l'équipe entrepris durant les années 1974 à 1975. Ferrari peut enfin recueillir le fruit de l'effort, du travail et des capitaux investis. Ferrari a également transformé la compétition automobile et réveillé les amateurs de cerf-volant, comme les appelle alors Niki Lauda pour désigner les autres écuries. Ferrari a donné l'exemple du progrès technique et du travail de précision par un recours intensif aux tests et aux essais, ce qui ne s'était alors encore jamais vu à ce niveau dans le sport automobile. Ferrari a permis à la Formule 1 d'entrer de manière fracassante dans l'ère moderne. Mais ainsi, toutes les conditions sont désormais réunies pour qu'une crise éclate chez Ferrari, cela ne peut en effet plus être mieux. Ferrari a atteint un maximum. En outre, des problèmes totalement nouveaux ont pris peu à peu forme à la suite des succès presque excessifs que Ferrari remportait avec Niki Lauda. Mais n'allons pas trop vite. L'écurie Ferrari est unique au monde. Ces problèmes sont également uniques. Ils commencent avec le mythe qui entoure le commendatore octogénaire dont l'auréole est telle auprès des Italiens qu'ils le considèrent pratiquement, nous l'avons vu, comme un saint, et qu'ils rampent devant lui. Quand Niki Lauda ose s'adresser à lui en ces termes avec une familiarité et une facilité déconcertantes. « Ciao Enzo », tout le monde est choqué car pour s'adresser à lui, ses conseillers utilisent les formules consacrées, président, commendatore, ou bien ingénieur. Tout son entourage craint ce patriarche élevé à la hauteur d'un véritable monument, et c'est d'ailleurs une source importante de malentendus et d'erreurs de décision. On préfère faire plaisir au vieux, en lui racontant quelque chose de plaisant à entendre, mais de faux plutôt que de lui dire quelque chose de moins agréable mais de vrai. Mais il y a plus grave encore. En effet, ses conseillers vont jusqu'à induire ses décisions en le manipulant pour que le vieil homme à leur merci serve leurs intérêts sans qu'il s'en rende compte et croit qu'il a toujours le pouvoir. Mais le vieux, comme l'appelle Niki Lauda, est influençable et sénile. Il est au courant de tout, mais uniquement par des intermédiaires. Du coup, toutes ses décisions sont faussées. 1976 est d'ailleurs officiellement la dernière année où Enzo Ferrari, il le sait, dirigera la Scuderia. Il songe à prendre sa retraite l'année suivante et l'attitude de Fiat qui tente à vouloir faire apposer son logo sur ses Formule 1, le conforte dans cette idée. Bien sûr, il resterait tout de même comme conseiller et officieusement, tout le monde le considérerait toujours comme le maître incontesté. De toute façon, la Scuderia est le sens même de son existence, elle fait partie de lui. Enzo Ferrari continue d'ailleurs à s'occuper très attentivement de son écurie de course. C'est lui en personne qui a choisi de recruter Niki Lauda en 1974. Son intuition que le jeune pilote autrichien de l'écurie March était un champion en herbe s'est révélée très juste. Nul n'en doute plus après son titre de champion du monde l'année en 1975. Niki Lauda a gagné au passage un surnom qui lui colle à la peau. L'ordinateur. L'Autrichien est froid, méthodique et calculateur. Il n'a pas le panache d'un nouveau Larry, grand ami pilote disparu d'Enzo Ferrari, mais il se montre efficace.
Le Commendatore en est donc pleinement satisfait. Mais Lauda ne se sent plus aussi bien chez Ferrari qu'en 1975. En effet, son ami et ancien directeur de l'écurie de course de la Scuderia, Luca Di Montezemolo, a été appelé à de plus hautes fonctions chez Fiat. Il n'est donc plus là pour calmer les ardeurs du capricieux et ombrageux Mauro Forgieri. Le chef ingénieur de génie créateur de la fabuleuse 312T incrimine toujours le pilote, même quand la voiture a une défaillance mécanique. Pour lui, aucune Ferrari ne peut avoir le moindre de défaut. C'est au pilote de l'apprivoiser, de savoir dompter sa puissance. Enzo Ferrari considère quant à lui que le mérite revient à la voiture à 50% et au pilote à 50%. C'est un jugement très mesuré. Mais il a plutôt tendance à aller dans le sens de Forgieri, car pour lui ces voitures sont les meilleures du monde et les pilotes doivent s'en montrer dignes. Ce qui déplaît fortement à Niki Lauda. Pour lui succéder, Luca Di Montezemolo pense à Daniele Odetto, l'ancien directeur sportif de Lancia en rallye. Daniele Odetto est le débutant de l'équipe, en dépit de ses hautes fonctions. À 32 ans, grand, filiforme, Odetto était jusqu'en 1975 l'homme des rallyes. Ayant débuté lui-même au volant de l'Alfa Romeo de son père en 1966, après avoir été emballé par le spectacle du Turini au rallye de Monte-Carlo, Odetto est devenu coéquipier professionnel en 1967 chez Lancia. Il a couru avec Leo Sella, Balestrieri et Sandro Munari. En 1971, il est devenu l'adjoint de Cesare Fiorio, avant d'être propulsé directeur sportif de Lancia en 1972 lorsque Fiorio est nommé directeur du marketing. Déjà Enzo Ferrari s'intéressait à lui. Le Commendatore a alors révélé cette anecdote. J'ai pris des renseignements sur Odetto il y a plusieurs années déjà. À cette époque on m'avait répondu « C'est un excellent organisateur, mais il manque peut-être encore de maturité. » Aujourd'hui j'estime qu'Odetto a acquis cette maturité, et qu'il est apte à diriger notre équipe. Effectivement, s'il est débutant en Formule 1, Daniele présente un joli palmarès de directeur sportif en rallye, 3 championnats du monde, un championnat d'Europe, dit-il lui-même laconiquement. On lui doit le succès éclatant de la mythique Stratos, championne du monde en titre avec le légendaire Sandro Munari à son volant qui vient de remporter à nouveau le Monte-Carlo en 1976. En décembre 1975, Niki Lauda s'était entretenu avec lui et l'avait trouvé sérieux. Mais il lui avait bien spécifié qu'il l'acceptait comme supérieur, dans la mesure où il prendrait les bonnes décisions. Dans le cas contraire, il s'octroyait le droit de s'opposer à lui avec force. Très vite, les relations se dégraderont entre le directeur sportif et son pilote. En effet, Odetto attend que Lauda l'introduise dans le grand monde. Mais l'Autrichien taciturne n'en aura cure, et n'honorera pas sa promesse. Daniele Odetto lui en tiendra toujours rigueur. Ainsi, Odetto n'accorde pas sa confiance à Lauda et pour couronner le tout, choisit Claire Regazzoni comme favori. Claire Regazzoni est le pilote vétéran de la Scuderia Ferrari. Depuis 1970, il est le numéro 1 chez Ferrari et en 1976 Lauda vient de le supplanter. Pourtant le championnat avait échappé d'un point à Clay en 1974. Il a laissé passer sa chance. Désormais c'est l'heure de Lauda et ce depuis l'année 1975. Mais en 1976, Regazzoni est pourtant le favori du nouveau directeur sportif de Ferrari et pour Niki Lauda, la coupe est pleine. Ce n'est donc pas avec sérénité sur le plan professionnel du moins, que l'ordinateur va débuter la saison 1976 de Formule 1. Mais sur le plan personnel, il se console dans les bras de la belle Marlene Knaus, sa future jeune épouse. La jolie jeune femme, à la chevelure châtain foncé, si fine de taille, a fait chavirer le cœur du champion. C'était l'amie de l'acteur Kurt Jürgens. Il l'a rencontrée dans une partie à Salzbourg. Elle était la jeune maîtresse de maison. Elle lui a juste adressé la parole, et le coup de foudre a été instantané. Il a suffi seulement de 2 rendez-vous, quelques visites à l'hôpital où elle était soignée pour une pneumonie et une escapade à Ibiza. Pour Lauda tout est clair. Le mariage est pour 1976. Il vient de quitter son ancienne petite amie qui ne voulait plus le voir courir, Mariella Renninghaus l'année précédente, et en a retrouvé une qu'il aime plus que tout,
et la réciprocité de l'amour est indiscutable entre les deux jeunes tourtereaux. Marlène est l'opposé de Niki. Il est strict. Elle est décontractée. Elle rend la vie agréable et facile autour d'elle. La compétition automobile ne l'intéresse pas, ce qui plaît à Loda car elle est toute à lui. Elle l'accompagne souvent sur les circuits pour les courses, mais uniquement comme son amie. Elle ne remplit aucune fonction. Elle n'a jamais un chronomètre à la main, car elle n'en a ni le temps ni le goût. Elle n'est pas du tout comme celle qui hante les circuits, chaque fois mieux habillée et passant d'un chronomètre à l'autre. Elle ne cherche pas à accaparer Niki, et elle lui laisse toute la liberté qu'il puisse désirer. Mais sur le plan professionnel, Niki Lauda n'a pas le droit à l'erreur. Champion du monde en titre, l'Autrichien se dit qu'il lui faut au plus vite récidiver pour se débarrasser de Daniele Audetto. En 1976 a lieu un important coup de théâtre en Formule 1. En effet, en raison de difficultés politiques, l'Argentine a annulé son Grand Prix pour cette année. Le premier Grand Prix de la saison aura donc lieu au Brésil à São Paulo sur le circuit d'Interlagos, le 25 janvier 1976. Il y a néanmoins une bonne nouvelle en revanche pour le Grand Prix d'Afrique du Sud qui devait être annulé faute d'argent. En effet, grâce au concours du mécène Louis qui a offert 2 millions de francs aux organisateurs, le Grand Prix a été remis au programme à la date initiale du 6 mars sur le circuit de Kyalami. L'annulation du Grand Prix d'Argentine pose un gros problème aux organisateurs brésiliens. En effet, il leur incombe désormais d'assumer seuls les lourdes dépenses qu'occasionne le transport aller et retour des concurrents. Comment peuvent-ils s'y soustraire au moment où Emerson Fittipaldi a choisi de courir brésilien, ainsi que le rappellent les immenses affiches placardées sur tous les murs de São Paulo? En effet, l'enfant du pays, le double champion du monde 1972 avec Lotus et 1974 avec McLaren, l'illustre Emerson Fittipaldi a décidé contre toute attente durant l'intersaison de rejoindre la toute nouvelle écurie brésilienne de son frère Copersucar. Il a quitté la puissante écurie McLaren qui lui a permis de remporter son second titre de champion du monde en 1974, pour rejoindre une écurie de seconde zone. C'est la surprise du moment. Teddy Mayer, directeur de l'écurie McLaren, a dû se résoudre à prendre l'anglais James Hunt, ancien pilote de l'écurie Esquette qui a remporté sa première victoire en 1975 au Grand Prix de Hollande à Zandvoort. Hunt avait fait ses débuts en 1975 grâce à Lord Esquette, qui avait cru en lui et lui avait permis de débuter en Formule 1. Joran Mass est son coéquipier. La jeune écurie McLaren a fait ses débuts en 1963 avec son fondateur le grand Bruce McLaren, mort tragiquement dans un accident en 1970. Elle vient de remporter son premier titre de champion du monde des constructeurs et pilotes avec Emerson Fittipaldi en 1974. Teddy Mayer aimerait bien prendre sa revanche sur Ferrari qui a battu son écurie à plat de couture en 1975. Le directeur d'écurie de McLaren prend donc là un risque de taille, en engageant ce casse-cou dans sa prestigieuse écurie. En effet, l'Anglais est connu pour ses nombreux accidents qu'il a eus par le passé en Formule 2, à tel point qu'il a été surnommé « Hunt la carambole ». Hunt a provoqué de nombreux carambolages avant d'arriver en Formule 1. McLaren a donc pris là un très gros risque, car James Hunt est un outsider. D'aucuns le surnomment l'anti-Lauda, avec sa longue chevelure blonde et ses amples t-shirts qu'il porte dès qu'il le peut. Il a accepté d'être embauché chez Marlboro McLaren, à condition de ne pas être obligé de porter les uniformes Marlboro. Cela contraste nettement avec la rigueur vestimentaire et la coupe de cheveux plus classique de Niki Lauda. Le bel Hunt est un véritable flambeur et un invétéré coureur de jupons. Des hôtesses de la British Airways passent même quotidiennement des nuits torrides avec le tombeur de ces dames. Toutes les jeunes filles d'Angleterre rêvent de passer une nuit avec lui. Sa devise « Sex is the breakfast of champions » donne une idée très claire du personnage. Son mariage est un vrai désastre. Sa femme Suzy, une jolie grande blonde svelte et pulpeuse, le trompe avec l'acteur Richard Burton tandis qu'il multiplie les aventures extra-conjugales. Hunt est aussi un alcoolique et un toxicomane. Il fait régulièrement des prises de cocaïne. Pourtant, cela ne l'empêche pas d'être un bon pilote et parce qu'il possède aussi la seconde meilleure voiture du plateau d'être considéré comme le challenger de Lauda. Il l'affirme d'ailleurs lui-même à la veille de la saison.
avec ma voiture, je suis le seul à être capable de battre Lauda. Dès lors se pose très vite la question de savoir lequel des deux l'emportera. Par ailleurs, beaucoup d'absents sont à déplorer pour ce premier Grand Prix de la saison qui, sans l'annulation de l'Argentine, aurait dû être le second. L'écurie Embassy Hill a disparu suite à la mort tragique de l'illustre Graham Hill, durant l'intersaison. L'un des grands seigneurs des années 1960 s'en est allé, en raison d'un stupide accident d'avion, alors qu'il venait de prendre sa retraite. Son pilote était avec lui lors du crash et n'a pas survécu non plus. Une voiture a été cédée au fils de Graham, une autre rejoignant la collection de Donington. L'écurie Sûreté est aussi l'une des grandes absentes bien que John Sûreté ait fixé son choix sur l'Américain Brett Lunger pour piloter sa toute nouvelle TS19. L'écurie Ensign n'est pas non plus au rendez-vous, Monon ayant quelques problèmes juridiques avec son sponsor HB qui veut à tout prix récupérer la MN 175. Enfin, Parnelli n'a pas pu venir faute de sponsor. Chez Ferrari, les 312 T habituels sont à nouveau alignés. Leurs voies arrière ont été rétrécies afin d'augmenter la vitesse de pointe, sans pour autant altérer la tenue de route en virage. McLaren a redécoré ses voitures qui arborent désormais une livrée d'un rouge phosphorescent, et qui, contrairement à ce qui avait été annoncé, portent toujours les couleurs de Texaco. Plus légères d'une quinzaine de kilos, ces M23 ne sont plus dotés à l'arrière des deux tirants parallèles inférieurs. Ils ont été remplacés par un triangle classique et l'aileron en dièdre. Une innovation supplémentaire est à souligner, la présence d'une boîte 6 vitesses réalisée par Alistair Caldwell en collaboration avec Hewland. Cette boîte a déjà été testée en 1974. Les projecteurs sont également braqués sur l'Elf Team Tyrrell. Ce dernier a été la révélation de la première moitié des années 1970 avec le duo inoubliable Jackie Stewart-François Sever. Tyrrell s'est adjugé 2 titres pilotes en 1971 et 1973 avec Jackie Stewart, et un titre constructeur en 1971. C'est l'ingénieur de génie engagé par Ken Tyrrell, Derek Gardner qui est à l'origine des fabuleux Elf Tyrrell 001, 002, 003, 004, 005 et 006 à moteur V8 Ford Cosworth. Sa dernière création, la 007 ne s'est pas jusque-là avérée aussi compétitive que ses prestigieuses aïeules. Il faut dire aussi que la mort du grand espoir français François Sever le 6 octobre 1973 à Watkins Glen et le départ à la retraite anticipée du double champion du monde Jackie Stewart n'ont pas arrangé les choses. Le Sud-Africain Jody Scheckter a remplacé Stewart et le Français Patrick Depailler, Sever. Mais ce dernier n'a encore remporté aucune victoire, malgré son talent évident. Désormais, tout le monde attend la révolutionnaire Project 34 à 6 roues présentée en grande pompe en septembre 1975 et qui commence à se faire désirer. Mais le prototype P34/1, qui n'est qu'une évolution pour l'heure de la 007, n'est pas encore opérationnel. Il a donc été décidé de construire une nouvelle voiture, la P34 demi. La construction de cette dernière va nécessiter plusieurs mois. Ce n'est donc pas avant le Grand Prix d'Espagne à Jarama que l'Elf Team Tyrrell va faire débuter sa révolutionnaire monoplace à 6 roues. La 007 reprendra donc du service pour sa 3e saison consécutive. Les 2 voitures du Sud-Africain Jody Scheckter et du Français Patrick Depailler vont étraîner la nouvelle suspension arrière qui a été testée durant ce début d'hiver sur le circuit Paul Ricard. Par ailleurs, Colin Chapman, directeur et ingénieur de génie de l'écurie Lotus, n'est pas en reste de nouveautés non plus. Il présente à cette occasion ses toutes nouvelles 77, dont la série d'essais a décidé d'un certain nombre de modifications techniques. Les freins avant ont été renforcés au niveau des étriers. Les radiateurs d'huile ont été repositionnés à l'arrière contre la boîte et l'admission d'air moteur ne se fait plus derrière l'arceau, mais devant l'entourage du cockpit à la manière de ce qui se fait sur la nouvelle Ferrari 312 T2. Les 2 Lotus 77 se présentent dans leur configuration courte, c'est-à-dire avec voie et empattement minimum. Quelques différences sont à relever aussi entre les 2 voitures au niveau aérodynamique, mais aussi de la suspension arrière. Le Suédois Ronnie Peterson utilise la voiture ainsi modifiée, la dernière construite, alors que son équipier italo-américain Mario Andretti utilise la précédente. De son côté,
Bernie Ecclestone, directeur de l'écurie Brabham et de la Federation of Constructors Association, FOCA, fait débuter ses Brabham Alfa Romeo BT45 dont le surcroît de puissance procuré par le boxeur 12 cylindres Alfa Romeo ne compense pas l'excédent de poids comme l'ont déjà prouvé les premiers essais. Les voitures sont rouges désormais avec toujours la décoration Martini. Les freins avant ont été renforcés. Le Brésilien Carlos Pace et l'Argentin Carlos Reutemann les pilotent. March fait également le plein de nouveautés même si les 761 sont plutôt une évolution des 751, certaines solutions abandonnées en 1975 ayant même été reprises. Vittorio Brambilla conserve son sponsor bêta et sa couleur orange. La seule femme pilote de Formule 1, Leila Lombardi, toujours supportée par Lavazza, utilise une voiture peinte aux couleurs suédoises, c'est-à-dire bleu et jaune, une décoration qui fait penser à un certain Gunnar Nilsson et même à Ronnie Peterson très mécontent de sa nouvelle Lotus. La voiture de Hans Joachim Stuck est toute blanche sans la moindre décoration. Stuck sera dans la seconde équipe en compagnie d'Arturo Merzario qui grâce au soutien des liqueurs Ovoro, marque qui appartient à son compatriote et ami Mario Casoni, débutera en championnat à l'occasion du Grand Prix des États-Unis Ouest à Long Beach. BRM aligne une évolution de la page 201, la page 201B qui utilise un nouveau moteur. C'est Elaine Ashley, accidentée lors des essais du Grand Prix d'Allemagne 1975 sur la Williams qui remplace Bob Evans. Cette page 201B diffère surtout par son nouveau capot avant, où sont logés latéralement les radiateurs d'eau. Chez Shadow, l'ingénieur Tony Southgate a réalisé 2 nouvelles coques. Concernant Williams, Frank est enfin libéré de ses soucis financiers grâce à un mécène d'origine autrichienne et gros industriel canadien, Walter Wolf. Ce milliardaire, passionné de course, vient considérablement d'accroître son effort financier. Williams qui utilisait en 1975 les capots de Hesketh a pu racheter la 308C, devenue FW05. Harvey Postlethwaite, engagé comme conseiller, devrait suivre l'écurie toute la saison. Un problème se posait au niveau de l'identité pour savoir qui marquerait les points de Williams ou de Hesketh. La FIA ne s'est pas opposée à ce que Williams empoche les points. La 308C a été modifiée au niveau de la coque, qui est un peu plus étroite, et dont les extrémités latérales sont désormais parallèles. Les emplacements réservés aux outres de carburant diffèrent quelque peu également. La suspension arrière change légèrement et la petite taille relative de Jackie X par rapport à celle de James Hunt a nécessité un changement dans le système d'accouplement volant-crémaillère de direction. Jackie X qui avait déjà piloté pour Williams lors du Grand Prix des États-Unis 1974, a donc été engagé et hérité de la Hesketh. Renzo Zorzi, l'Italien vainqueur du Grand Prix de Monaco de F3 1975 et que Frank a engagé au dernier Grand Prix d'Italie, a été recruté comme second pilote et dispose pour l'heure de la dernière version de la Williams que Jacques Laffite a pilotée l'an passé, avec radiateur d'eau devant les roues arrière mais sans carénage cette fois et capot avant de Hesketh. Les 2 voitures sont peintes en bleu nuit avec filet or et portent toutes 2 le drapeau canadien, modeste témoignage de la présence du sponsor Walter Wolf. Par ailleurs, la toute jeune écurie française Ligier commence sa première saison de Formule 1 avec la toute nouvelle JS5, équipée du tout nouveau moteur Matra V12. Le constructeur légendaire Matra effectue son grand retour en Formule 1 après sa retraite des circuits au terme de la saison 1972, mais comme motoriste seulement. Matra a en effet tout gagné avec son châssis MS80 en 1969, mais jamais rien avec son moteur. C'est donc le nouveau défi que s'est lancé Jean-Luc Lagardère, PDG de Matra, être champion du monde en tant que motoriste de l'écurie Ligier. Un défi de taille à relever. Pour éviter toute surchauffe, les radiateurs d'eau ont été agrandis d'environ 20% de leur surface et repositionnés parallèlement à l'axe longitudinal de la voiture. Le radiateur d'huile unique fixé à l'arrière droit derrière la roue a disparu, et a été remplacé par 2 éléments accolés au support d'aileron. Cet aileron a changé de dessin et forme 2 éléments avec le bord de fuite. Une petite lucarne figure également sur la boîte à air juste au-dessus du casque du pilote, ainsi que 2 stickers Shell à l'avant. Penske aligne sa PC3 qui avait disputé aux mains de John Watson le dernier Grand Prix de la saison 1975,
et dont une nouvelle version a été construite, l'Irlandais disposant des deux voitures. On ne note aucune différence importante, si ce n'est une répartition des charges un peu modifiée. La toute nouvelle Copersucar dénommée FD04 est aussi très attendue. L'ingénieur Divila a conçu une voiture beaucoup moins volumineuse que la précédente et qui retient des solutions très classiques surtout au niveau des suspensions. C'est Emerson Fittipaldi qui aura le privilège de lui faire disputer son premier Grand Prix à domicile. En outre, une inquiétude est palpable chez les organisateurs la veille de la première séance d'essai. En effet, la météo est catastrophique et la piste est complètement inondée le jeudi. Dans ces pays, une averse tropicale est tellement brutale qu'il est inutile de prévoir le drainage de la piste. Soit il pleut et tout s'arrête, soit il ne pleut pas et la course a lieu. Heureusement, le vendredi matin, la pluie ne tombe presque plus et la météo prévoit une nette amélioration pour le week-end. La température reste pourtant très élevée. Le circuit d'Interlagos a été modifié depuis l'an passé par la construction d'un muret qui délimite la frontière entre la fin de la zone des stands et la piste proprement dite, dans la courbe à droite qui suit les stands. C'est la courbe la plus importante du circuit, car elle conditionne la vitesse dans toute la ligne droite. Désormais, cette modification en a considérablement resserré le rayon. La sécurité est en revanche accrue, car un pilote en plein effort ne risque plus d'accrocher un concurrent qui quitte son stand. Un autre facteur devrait diminuer les performances. En effet, discrètement, Goodyear a alourdi ses pneus afin de diminuer les risques de crevaison. Dès lors, le record de Jean-Pierre Jarier aux essais en 1975 de 2 pieds 29 pouces 88 ne peut plus être battu. 22 concurrents sont alignés. Le plateau est donc moins fourni qu'en 1975 et en outre le nombre des marques est inférieur. L'intérêt n'en souffre guère, car ce ne sont que les voitures de tête qui passionnent. Ainsi le grand public n'a Dieu que pour Ferrari et McLaren tout en attendant avec impatience l'arrivée des Tyrrell à 6 roues, prévue pour l'ouverture de la saison européenne des Grands Prix en Espagne, le retour en force de Lotus et pour les Français, les débuts de la jeune écurie Ligier. Au terme des essais, James Hunt surprend tout le monde en s'adjugeant la pole position avec la vieillissante mais toujours vaillante McLaren M23. Le dimanche matin, les essais libres se déroulent de 9h10 à 9h30. À la surprise générale, personne n'a rencontré le moindre embouteillage pour parvenir au circuit, l'explication en est simple. En effet, les spectateurs sont tellement enthousiastes que pour être sûrs d'être bien installés, ils sont venus la veille au soir et ont bivouaqué toute la nuit assis sur leurs sièges, les places réservées n'existant pas à Interlagos. Effectivement, les tribunes sont pleines à craquer dès l'aube. Fort heureusement, le service d'ordre est plus efficace qu'en 1975 et l'on ne déplore aucun jet de bouteilles sur la piste. Le départ de la course a été retardé à 12h30, malgré la chaleur, pour pouvoir retransmettre la course en direct en Europe. À 12h15, les 22 concurrents entament un tour de chauffe. On est soulagé en ce qui concerne la Ligier, elle est bien là, et Fittipaldi lui aussi est parvenu à surmonter ses ennuis personnels. En son absence, on aurait pu craindre le pire de la part du public. C'est pourtant lui qui sera le dernier à rejoindre la ligne de départ, car à la dernière seconde il faut démonter sa calandre pour vérifier la crémaillère de direction de la Copersucar. Enfin les voitures sont alignées, les moteurs sont mis en route et le départ va être donné par un signal lumineux. Le directeur de la course avait prévenu, à partir du feu jaune soyez prêts, le vert peut venir à n'importe quel moment. Effectivement, le jaune ne s'allume qu'une seconde et immédiatement c'est le vert. James Hunt, Niki Lauda et Jean-Pierre Jarier sont surpris, mais Regazzoni a fait preuve d'un timing fantastique, comme l'Italien Vittorio Brambilla. La Ferrari du Suisse bondit au commandement, précédant celle de Lauda, la McLaren de Hunt et la March de Brambilla. Daniele Odetto, le directeur sportif de Ferrari exulte. Si son favori l'emporte, le commendatore tranchera en faveur de Regazzoni et relèguera Lauda au rang de second pilote, lui le champion du monde en titre. Niki tempête dans son casque et n'attend qu'une occasion pour dépasser son rival. Il sait qu'il lui faut battre à tout prix son coéquipier Claire Regazzoni. Le Français Jean-Pierre Jarier, au volant de sa Shadow n'est que 5e et il fait des efforts frénétiques pour redoubler Brambilla. Du coup,
Il se rabat brusquement après une tentative malheureuse sur Mas qui le suit, endommageant la calandre de l'Allemand. Fittipaldi, qui était bien parti, voit son moteur désamorcé dès la première courbe. Il entame dès lors une descente aux enfers qui l'amène en queue de peloton. Leila Lombardi, la seule femme du plateau, stoppe à son stand pour y faire décoincer sa commande d'accélérateur. Au deuxième tour, l'ordre n'a pas changé, mais Mas s'est arrêté pour changer sa calandre. Ce sont désormais Tom Price et Patrick Depailler qui suivent Jarier, toujours bloqués derrière Brambilla, mais déjà à une certaine distance. Après Mas, on note les arrêts de John Watson qui pilote la Penske arrivant en flammes à son stand avec une canalisation d'essence fracturée. Les pompiers sont lents à intervenir, mais l'incendie est éteint. Jean-Pierre Jarier se lance alors à la poursuite de Vittorio Brambilla. Clay Regazzoni est toujours en tête, mais son pneu avant droit commence à se dégonfler. Clay s'est bien aperçu que quelque chose n'allait pas, mais il croit avoir simplement échauffé excessivement ses pneus avant, de sorte qu'il se contente de ralentir, tout en faisant naturellement le maximum pour ne pas être doublé. Niki Lauda redouble alors d'efforts pour revenir sur Clay Regazzoni, d'autant qu'il est talonné par James Hunt, et Jarier tente de se débarrasser de Brambilla pour les rattraper. Brambilla, quant à lui, est victime d'ennuis de direction et perd rapidement du terrain. Au 9e tour, Lauda saisit sa chance et parvient à prendre l'avantage sur son coéquipier, immédiatement suivi par Hunt. L'ordinateur a encore fait parler de lui. Regazzoni devra dorénavant rester à sa place de second pilote et respecter son statut de champion du monde en titre. Au tour suivant, Lauda peut se réjouir. Regazzoni se fait doubler par Jarier et stoppe à son stand pour y changer son pneu avant droit en lambeaux. Le classement est désormais Lauda, Hunt, Jarier, Price, Depailler, Brambilla. 3 tours plus tôt, les deux Lotus sont entrés en collision et Andretti a abandonné. Peterson est reparti mais la tenue de route a souffert du choc et son moteur chauffe. Il ne tardera pas à abandonner. Seul en tête, Lauda force l'allure et accentue son avance qui passe de 4-3 au 10e tour à 6-5 tours plus tard. Le grand Lauda est bien décidé à montrer à son supérieur Odetto qui est le plus fort. Et le moins que l'on puisse dire est que sa démonstration de pilotage est magistrale. Au 14e tour, Brambilla stoppe pour réparer sa direction. Il repart mais abandonne aussitôt son moteur étant privé d'huile par la faute d'une fuite à un radiateur. Chez les Français, c'est la déception. Le levier de vitesse de la Ligier JS5 ne répond plus. Il vient de se briser. Dommage, car Jacques Laffite était confortablement dans la roue de la March de Stock et envisageait alors de profiter des ennuis de pneus de l'Allemand pour le redoubler. La course est alors un peu monotone, car Lauda paraît inaccessible et son avance est maintenant de 1 sur Hunt. Un duel va-t-il s'engager ? C'est peu probable, car Lauda est trop déchaîné. Il veut montrer à tous que c'est toujours lui le meilleur pilote du monde. Joran Mas remonte progressivement, mais ce dernier est équipé d'une calandre qui avait été réglée pour la voiture de Hunt et il souvire excessivement, tout comme Scheckter, derrière lequel il finira la course. L'enfant du pays, Emerson Fittipaldi s'arrête à son stand pour y changer le boîtier d'allumage de sa Copersucar mais sans succès. Mais à 13 tours de la fin, la course prend une nouvelle tournure. Jarier passe en seconde position alors que la McLaren de Hunt connaît des ennuis mécaniques. Une trompette d'admission s'est détachée. Lauda exulte, car Hunt ne peut plus rien. Si sa Ferrari tient le coup, il a course gagnée. Jarier compte alors 8 de retard sur Lauda, mais il se déchaîne et l'écart diminue régulièrement. Profitant de ce que Lauda doit doubler successivement la Brabham de Pace et les deux Williams, il lui reprend 2 secondes d'un coup et sans relâcher son effort, il grignote progressivement le terrain qui le sépare de son adversaire. Jean-Pierre est absolument déchaîné, et ses roues soulèvent un petit nuage de poussière à l'entrée comme à la sortie des virages, tellement il allonge ses trajectoires. Il se rapproche, follement encouragé par le public qui est les Ferrari depuis l'incident de Watkins Glen en octobre dernier, où Regazzoni avait aidé Lauda en bouchonnant Fittipaldi. Au 31e passage, la Shadow Noire ne compte plus que 3 secondes de retard, 2 tours plus tard, il n'y en a plus que 2. Encore 7 tours à couvrir. Jean-Pierre peut parfaitement doubler l'Autrichien. Le suspense est à son comble. Mais coup de théâtre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres,
Utilisez le lien dans la description de la vidéo.